Alors, à présent, je vais parler des secrets d'initiés et de comment fonctionnent si je puis dire, les groupes secrets. Je vais commencer par un exemple qui est assez simple. C'est par exemple l'armée. L'armée, les services de renseignement dans l'armée. Ça marche aussi au niveau de la défense du territoire. Ce sont des groupes qui agissent, si je puis dire, dans l'ombre. C'est-à-dire que c'est pas dans la sphère civile, c'est pas la sphère publique. Ça, j'avais compris ça vraiment quand j'avais discuté avec un militaire qui me parlait, voilà, il dit voilà, j'aurais du mal à retourner dans le civil. Et quand il me parlait du civil, il me donnait vraiment l'impression de parler de l'enclos à moutons et que eux, ils fonctionnent en dehors de l'enclos à moutons. Sont vraiment dans un autre monde. Et avant de pouvoir intégrer ces groupes un peu spéciaux, donc on va parler plutôt ici des groupes de militaires et de renseignement, il y a toujours une enquête qui est faite sur la personne qui va être recrutée. Euh, L'enquête, elle n'est pas suffisante. Elle sert à identifier les personnes qu'on est susceptible d'intégrer. Et au-delà de l'enquête, ensuite, il y a un test. Et le test, il est fait pour voir si la personne, elle a suffisamment de volonté pour intégrer le groupe et si elle a les compétences qui sont requises pour faire partie du groupe. Donc au niveau militaire, par exemple, et ça on retrouve ça un peu partout, hein, il y a des formes de bizutage qui sont faits pour éprouver la volonté, la détermination de celui qui veut rentrer. Et il y a généralement je vais appeler ça des initiations parce que c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire des baptêmes du feu. Des baptêmes du feu qui confirment que effectivement la personne elle est compétente et qu'en plus on va pouvoir lui faire confiance par la suite, c'est-à-dire qu'elle ne trahira pas. C'est-à-dire que la plus grande appréhension d'un groupe qui est secret, c'est premièrement qu'il y ait l'un des membres qui ne soit pas suffisamment solide face à une situation problématique, et la deuxième, c'est qu'ils trahissent. Parce que ces groupes reposent sur le pouvoir que procure le secret. Donc toujours en restant sur ces groupes militaires, paramilitaires, euh, si on prend l'armée française, les services de renseignement, ils ont une légitimité du fait qu'il y a un secret. Pourquoi? Parce que ce sont des groupes soit de défense du territoire, soit de défense à l'extérieur des frontières, c'est-à-dire déjà d'anticiper ce qui pourrait venir de l'extérieur des frontières. Leur légitimité, c'est de dire que voilà, quand on est face à de l'espionnage, le contre-espionnage ne doit pas être connu, parce que sinon, l'espion, il sait où taper. Donc les contre-espionnages doivent toujours être secrets. Ça doit toujours être secret. Donc ça, c'est dans le cas où il y a une légitimité à maintenir un secret, et que que l'initiation, l'intégration dans le groupe, ça va être associé au fait de rentrer dans le secret et d'avoir la capacité à garder le secret pour le bien du groupe qui a intégré et de ce qu'il va défendre. Donc ici, si on prend l'armée ou les services secrets, c'est défendre la nation française, c'est défendre le peuple français. Là où c'est un petit peu plus particulier, c'est quand les groupes ne sont pas légitimes. Et là, on arrive sur les groupes mafieux. Mais qui fonctionnent exactement de la même façon. Et en plus, généralement, ce qu'on appelle les mafias sont souvent d'anciens militaires qui ont choisi En fait, sont passés de militaires à mercenaires et de mercenaires à mafieux pour bosser pour eux. Et ça fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que quand quelqu'un va être recruté, c'est qui est-ce que tu connais, euh, alors qui se porte garant pour toi, donc c'est toujours une notion aussi de parrainage, hein, qui se porte garant pour toi, et après généralement il y a un baptême du feu. Euh, donc comment ça se passe dans la mafia? Donc généralement c'est d'aller descendre un opposant, et aussi parfois il y a vraiment des rituels avec des serments où il y a vraiment le sang de la personne qui est utilisé pour se lier à la famille. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec le sang, notamment on le voit au niveau des mafias. C'est-à-dire que soit celui qui entre dans la mafia, il lie son sang à la famille mafieuse, soit directement il fait partie du sang de la mafia, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait partie de la famille mafieuse, et que donc là on sait que ben voilà, euh, son intérêt c'est la famille, il fait partie de la famille, il va pas trahir la famille. Euh,
Et donc, ce que je viens d'évoquer là, dans les deux cas, ce qui devient problématique, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est amené à quitter ce groupe où il y a des secrets qui ont été euh, partagés et gardés. La mafia, c'est simple. Quand on une mafia, tu veux dire la mafia, mais c'est une mafia, c'est assez simple. On quitte toujours une mafia les pieds devant. Ça, c'est une règle. Donc, soit c'est un enterrement en bonne et due forme sous les honneurs, soit c'est un, si je puis dire, un assassinat rituel, vu que le contrat de base quand on rentre dans ces groupes-là, c'est de dire que voilà, c'est que si je trahis, ou si je suis prêt à trahir, euh, ben voilà, je signe mon arrêt de mort. Donc ici j'ai parlé des groupes secrets qui sont légitimes et des groupes secrets qui sont illégitimes. Euh, Donc ça, là, c'est surtout dans des aspects, là, ce que je qualifie des aspects de pouvoir, donc c'est des rapports de force, là, j'ai parlé de groupes plutôt militaires. Euh, Ensuite, il y a la même chose qui se passe au niveau occulte. Au niveau occulte, il y a une notion de secret qui est présente pour deux raisons. La première raison, c'est que de préserver les personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir certains secrets, certaines révélations, de les en préserver. Donc c'est le cas de la plupart des jeunes âmes, qui sont on va qualifier des profanes, c'est-à-dire qu'elles ont une vie qui est au niveau matériel, et elles n'ont pas de conscience de la spiritualité, ou plutôt elles ne sont pas prêtes à faire face à ce qui est en lien avec les aspects occultes. Donc ça, c'est la première légitimité, si je puis dire, de garder les secrets occultes par rapport à l'ensemble de la population, c'est de préserver la population. La deuxième raison de conserver les secrets, c'est encore une fois dans une optique de pouvoir, c'est-à-dire si je puis dire, l'information, c'est le pouvoir. Il me semble que dans la vidéo précédente, j'avais donné l'exemple de comment la famille Rothschild s'était enrichie de façon astronomique en utilisant de réseaux d'espions et de propagande pour faire croire que Napoléon allait raser Londres et que tout allait être perdu et que donc tout le monde a vendu, tout a perdu 90% de sa valeur, et ils ont racheté. Et on voit que l'information, c'est le pouvoir. Et au niveau des groupes occultes, euh, ce qui s'est passé dans le temps, c'est que c'est un peu comme dans Star Wars, hein, c'est-à-dire que certains secrets qui sont liés avec certaines capacités ont été convoités et qu'il y a eu des oppositions entre groupes occultes. Donc les groupes occultes, ils ont appris à se protéger et à se renforcer. Et donc là, de la même façon, que leurs secrets ne soient pas dévoilés pour qu'ils puissent garder l'avantage qui est le leur. Si je puis dire, pour le meilleur comme pour le pire, parce que quand un groupe d'initiés agit pour le bien de l'ensemble, si je puis dire, c'est pas problématique. Quand c'est un groupe d'initiés qui utilise son pouvoir au détriment de l'ensemble pour prendre le pouvoir sur la population, là ça devient beaucoup moins... Voilà, c'est complètement autre chose. Encore une fois, on voit Star Wars, c'est très simple, hein. Il y a les Jedi d'un côté, les Sith de l'autre. Donc on voit bien comment chacun utilise ses capacités et dans quel but, avec quelle éthique. Donc ici, on parle de secrets d'initiés euh, qui sont en lien avec une initiation, donc l'accès à quelque chose. Et là, je viens d'évoquer comment le fait que ces groupes, on cherche à protéger cela, notamment avec des pactes, des contrats, des accords qui engagent la loyauté de la personne, avec certaines sentences si ce n'est pas respecté. Donc ici, on voit qu'un militaire ou un policier qui respecte pas son contrat, son serment, parce qu'il y a quand même des serments hein, dans ces professions-là. Hein, c'est la loi martiale, c'est généralement l'emprisonnement. Les mafias, c'est pas légal, ils n'ont pas de prison, donc ça se règle autrement. Et là où je veux en venir, c'est qu'ils ont une technique assez simple pour se protéger, c'est le fait de créer des groupes écrans. Donc ça, c'est très connu dans le domaine de la mafia, à savoir que quand une mafia veut faire du blanchiment d'argent, elle crée une société écran, dont elle se sert pour blanchir l'argent. Ce qui fait que si on tombe sur la société écran, et que ce qui se passe dans la société écran c'est découvert, et ben la société écran elle tombe, et comme c'est pas la mafia en premier plan, derrière
Elle a juste à recréer une autre société écran et les choses continuent. Dans l'armée, c'est la même chose. Dans les services de renseignement, c'est la même chose. Les personnes qui interviennent n'interviennent pas sur leur identité propre. C'est une nouvelle identité qui est créée, qui leur est donnée. Donc ça, c'est les services de renseignement français, les légionnaires, c'est pareil, ils ont une nouvelle identité. Euh, donc que ce soit dans les forces du territoire ou les militaires, il y a ce genre de choses qui est mis en place, qui fait que si une enquête est faite sur la personne, et ben les informations qui vont être trouvées, c'est celles qui ont été créées, et encore une fois, le groupe qui est derrière est protégé. Pour ce qui est des sociétés initiatiques, des sociétés occultes, elles fonctionnent exactement de la même façon. Euh, et, et elles le font, alors en fait, elles ont quelque chose qui est public, parce qu'il faut bien recruter des membres, qui sont ensuite intégrés, mais qui sont intégrés dans, si je puis dire, dans la société initiatique, qui est la société écran. Et cette société écran, elle est là pour que ceux qui ont été récipiendaires, qui ont été auditionnés, vers qui on a fait à propos de qui on a fait des enquêtes, qui ont ensuite prêté leur serment pour être intégrés. Ensuite, on voit comment ils évoluent, s'ils sont dignes de confiance, s'il n'a pas été intégré dans la société un espion. Et au bout d'un moment, alors voilà, ça peut prendre parfois quelques années, quand on voit que la personne elle a les compétences, qu'elle a suffisamment fait ses preuves pour pas dire qu'elle n'a pas suffisamment mis le doigt dans l'engrenage, à un moment, c'est principalement pour ceux qui se rendent compte qu'ils sont arrivés à un endroit qui est a priori pas la destination, mais juste un sas de passage. Une fois que ces personnes-là sont identifiées, on va leur proposer d'aller réellement, si je puis dire, dans la vraie société initiatique. De la même façon, il y a certaines sociétés secrètes qui ne sont que des sociétés écrans pour les vraies sociétés initiatiques. Ce que je suis en train de dire, c'est que les vraies sociétés initiatiques, il n'y a que les initiés qui connaissent leur nom. Et que les noms qu'on connaît, généralement, ce sont des noms de sociétés initiatiques qui sont des sociétés écrans, sauf pour certaines, dont les noms sont connus, parce qu'il y a quand même certaines choses qui sont compliquées à dissimuler à notre époque, mais dont on minimise l'influence. On va dire que c'est des groupes un peu minoritaires, excentriques, sans importance, alors que ce sont eux qui, en arrière-plan, dirigent tout. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique de ces aspects cachés, qui sont les aspects de pouvoir qui dirigent le monde. Parce qu'en réalité, ce dont je parle, ce n'est que cela. De la même façon, les hommes politiques, donc ça c'est quelqu'un qui avait fait Sciences Po de mémoire qui m'avait expliqué ça, et qu'en cours on lui disait, voilà, si tu veux faire homme politique plus tard, il faut que tu saches qu'un homme politique c'est un représentant de lobby. Donc encore une fois la même chose, c'est-à-dire que les groupes qui ont des intérêts ne vont pas eux-mêmes au premier plan agir, ils vont utiliser des agents qui vont être ces politiques, qui vont être payés pour cela, pour les représenter et servir leurs intérêts. Je crois qu'il y a un film avec Gabin qui s'appelle Le Président, où voilà, à un moment, il y a un speech qui est fait, et c'est bien expliqué que dans l'Assemblée nationale, ce ne sont quasiment que des représentants de lobby. Si on prend l'Assemblée française ou européenne, c'est la même chose, ce sont des représentants. Les grands groupes placent leurs pions, hein, c'est ce que j'ai parlé avant, de comprendre que le jeu d'échecs, c'est vraiment fondamental de comprendre comment ça fonctionne. Donc avancer, si je puis dire, à un visage masqué.